De retour dans l'Africa Newsroom, Monsieur Bangali, journaliste et invité toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo et puis Jean-François Akanji-Kombe a laissé sa place à Gracien Rukindikisa. Perturbation pour la deuxième année consécutive sur le campus de l'Université nationale de Guinée équatoriale. Les étudiants se plaignent des critères utilisés par les membres de l'université pour la sélection des boursiers. L'année dernière, 4600 étudiants en ont bénéficié. Cette année, le nombre a été réduit à 1500. Reportage de nos correspondants en Guinée équatoriale, Léopoldo Enemé et Asuncion Chama. Manifestation dans le campus universitaire de la Guinée équatoriale. Un groupe d'étudiants de l'Université nationale de Guinée équatoriale s'est révolté contre l'administration de l'institution universitaire ce mercredi. Principal désaccord entre les étudiants et les autorités rectorales, les modalités d'obtention de bourses. Pour bénéficier d'une bourse d'études, il faut avoir une moyenne de 7 sur 10 contre 5 sur 10 il y a quelques années. Les étudiants dénoncent le manque de cohérence de cette nouvelle modalité. Cette année, certains ont eu la moyenne requise mais n'ont pas bénéficié de leur bourse. Seuls quelques étudiants ont été sélectionnés. Beaucoup ont obtenu la moyenne requise mais n'ont pas été pris en compte. Certains étudiants ont obtenu 7 de moyenne mais n'ont pas bénéficié de la bourse. Mais dans le même temps, des étudiants avec 5 sur 10 de moyenne ont la bourse. Dans ma classe, il y a 7 étudiants qui sont passés en classe supérieure mais n'ont pas obtenu la bourse. Pourtant, 3 autres étudiants qui avaient encore des matières à reprendre ont obtenu la bourse. Pourquoi ça? En juillet 2014, les étudiants de l'Université nationale de Guinée équatoriale s'étaient révoltés contre ces modalités. Malgré la mise en place d'un comité d'attribution des bourses, des tensions demeurent de façon permanente entre les étudiants et cet organe. Une bourse, c'est une grâce. Ce n'est pas un droit fondamental ni une obligation. Lorsqu'on accorde une bourse, cela se fait selon les critères bien précis que l'étudiant doit avoir. Mais s'il y a des choses qui ne vont pas ou des divergences, il faut aller se plaindre à l'instance responsable, demander des informations et trouver des solutions. Mais empêcher les cours, casser les bus en lançant des pierres ou bloquer la route, ce n'est pas une solution. Pour résoudre le problème et ramener le calme dans l'université, les autorités rectorales ont ouvert une plateforme à travers laquelle les étudiants lésés par la décision de la commission des bourses peuvent recourir au ministère de l'Éducation et des Sciences par correspondance. Monsieur Bangali, vous comprenez les étudiants? Je comprends très bien les étudiants et je dirais que les étudiants ont raison. Ils ont raison d'autant que c'est dommage que le porte-parole, disons, du gouvernement dise que c'est une grâce. La bourse n'est pas une grâce à mon avis. C'est un principe de nivellement pour les étudiants. Nous avons tous été étudiants, nous savons qu'est-ce que ces bourses représentent pour nous. Ça vous permet de créer cette transition ou d'avoir cette transition entre votre famille et votre vie future. On n'est pas... Généralement, nous sommes pris en charge par les parents jusqu'à l'université, voire même au-delà de l'université. Et c'est dommage même de constater que jusqu'à présent, on attribue les bourses en fonction des notes, parce que c'est un danger. Nous avons vécu ça, j'ai vu ça dans certains pays aussi, c'est un danger. Vous estimez qu'il faudrait repenser le système d'attribution des bourses, que ça a toujours marché comme ça? La bourse doit être pour tous les étudiants qui ont eu accès aux universités dans nos pays. Ça risque d'être compliqué. C'est pas compliqué. Vous savez si... Mais là, il s'agit de repenser tout un système. Oui, vous connaissez les conséquences de ce que ces histoires de notes apportent dans les campus. Les professeurs, ce sont les moyens de pression des professeurs envers les jeunes filles. Vous vérifiez dans la plupart des cas dans les pays, les jeunes filles, les étudiants sont tributaires des professeurs. Et parfois même, vous avez des professeurs incapables, des professeurs qui n'ont pas le niveau, qui sont plus durs en ces matières, parce qu'ils savent que la vie des étudiants dépend de ces bourses. Et 7 de moyenne, c'est excessif, évidemment. Il faut repenser tout le système. C'est dommage d'entendre ça, de voir que s'il y a une grève pour les bourses en Guinée équatoriale, sachant que ce pays est aujourd'hui au carrefour de toutes les publicités de développement. Alors, Jean-Marie, vous partagez l'avis de M. Bangali, attribuer la bourse à tous les étudiants qui accèdent au système universitaire? C'est un problème assez complexe pour pouvoir prendre une décision tranchée. Bon, si on fait une analyse détaillée, on regarde la Guinée équatoriale, on regarde son PIB.
On peut se dire que oui, ça c'est possible. Mais un système généralisé, c'est impossible. Parce que nos États n'ont pas les moyens nécessaires pour pouvoir assurer, comment dirais-je, une bourse à tous les étudiants. Peut-être à une bonne partie, c'est possible. Peut-être revoir les critères d'attribution. Revoir les critères d'attribution. Il y a beaucoup de pays qui le font. Il y a beaucoup de pays qui le font. Vous ne pouvez me trouver aucun pays au monde où vous avez tous les étudiants à l'université qui sont boursiers. Si, je vous donne l'exemple de la Guinée. L'exemple de la Guinée, oui. Ça dit tous les étudiants guinéens sont tous boursiers. Bon, ça c'est une exception. Alors, par rapport au PIB, comment dirais-je, guinéen, que la Guinée s'en sorte, si vous voulez. C'est un investissement, je suis d'accord avec vous à la base. Mais moi, je repars sur notre discussion. Les conditionnalités ont été posées à la base, si vous voulez, admirer. Les étudiants, on leur a dit, bon, vous avez 7 sur 10, vous avez une bourse. Mais moi, ce qui me choque, c'est par rapport au reportage, c'est que les conditions changent en cours de route. Les conditions changent en cours de route, c'est-à-dire ces conditions-là fixées de départ ne sont plus respectées. Oui, ça. Donc c'est tout à fait logique. C'est ça le problème. C'est pas se dire que bon, il faut donner la bourse à tout le monde ou pas. Recentrons le débat sur lequel nous partons, c'est que les étudiants ne sont pas d'accord parce que l'administration, les autorités publiques elles-mêmes ne respectent pas les conditions qui ont été mises en place. Donc on a 7 sur 20, on a sa bourse. Et ici là, on se retrouve avec une modification de ces conditions-là où on rabaisse, comment dirais-je, des notes à 5 sur 10, et même à ce niveau-là, les gens n'ont pas leur bourse. Donc, c'est tout simplement quoi? C'est la fiabilité du système éducatif. Là où je vous suivrai, par exemple, plutôt M. Bangali, c'est dire qu'il faut fiabiliser le système pour que les jeunes aient confiance en ce système-là. Ça voudrait dire que même la problématique qu'on traitait là tout à l'heure, à savoir sur les trottoirs, les ventes et les marchands ambulants sur les trottoirs, il a parlé tout à l'heure d'un système de confiance vis-à-vis du système. Donc ça, ce sont quand même des futurs dirigeants de l'économie guinéenne. Donc si on leur pose des conditions aujourd'hui qui sont modifiées et qui sont même, il y a même de la tricherie là derrière. Nous le savons tous dans la plupart des États africains. Les gens qui méritent la bourse, c'est-à-dire une bourse, c'est quoi ? Comme il a essayé de le dire tout à l'heure, c'est essayer de donner les moyens de subsistance à un étudiant dont, par exemple, si je prends les critères en France, dont les parents n'ont pas le pouvoir d'achat nécessaire pour pouvoir les suivre. Bon, mais chez nous, en Afrique, ce système-là a été perverti, puisque la plupart du temps, qu'est-ce que vous retrouvez boursier, par exemple, à l'extérieur, dans les pays occidentaux, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, ce sont des fils de nos ministres qui ont les moyens de pouvoir, on dirait, leur payer parce que là, Gratien, c'est vrai que le système de bourse, en fait, c'est une bourse au mérite. C'est pas une bourse qui serait calée sur les revenus familiaux des parents. Oui, là, on rentre. Et là, ça peut peut-être être injuste. Oui, on rentre dans la répartition des revenus au niveau d'un pays. On a la Guinée équatoriale qui manque pas d'argent, qui manque pas de... Au fond, on va dire que ce n'est pas un pays qui a des problèmes. Il y a d'autres pays, des petits pays qui ont des bourses, qui attribuent des bourses. Il faut savoir que depuis les indépendances, tous les étudiants, presque dans tous les pays, avaient des bourses. Progressivement, avec la politique d'ajustement structurel en Afrique, du FMI, de la Banque mondiale, certains pays ont abandonné ce système en parlant de mérite. Mais là, ce qui est en train de se passer, si on dit qu'il faut avoir 7 sur 10, même si on respectait ça, finalement, le système va favoriser les enfants des riches. Parce que l'enfant des riches, d'un riche, il va avoir des cours particuliers pour avoir les 7 sur 10. Et souvent, un enfant d'un ministre, le professeur, il ne va pas hésiter à donner 7 sur 10 pour au moins bien se montrer. Et c'est l'enfant du pauvre qui n'a pas de soutien, qui aura 5 sur 10 et qui ne va pas avoir la bourse, alors que l'enfant du riche en bénéficie. Moi, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas donner la bourse à tous les enfants qui ont au moins, tous les étudiants qui ont au moins 5 sur 10. C'est normal, c'est de cette façon qu'on peut soutenir l'économie et en même temps, on répartit les revenus au niveau d'un pays. Sinon, moi, je trouve que c'est injuste pour les pauvres. Et au Libéria, les activités commerciales reprennent suite à l'ouverture des frontières. Les acteurs commerciaux perçoivent cette ouverture comme le départ d'une relance du secteur économique, un secteur longtemps paralysé par Ebola. Au Libéria, plus d'1 an après l'apparition du premier cas de personnes infectées du virus Ebola, l'économie nationale se relève peu à peu. La réouverture de la frontière a causé un impact immédiat, à la fois en ce qui concerne les moyens de subsistance et l'approvisionnement en produits alimentaires. Suite à l'ouverture des frontières terrestres, certaines personnes ont essayé de voyager par voie terrestre pour s'approvisionner. Mais le chemin emprunté constitue un risque pour ceux qui se déplacent, car la plupart du temps, nous sommes confrontés à des coupeurs de route qui n'hésitent pas à tout prendre. La reprise des vols internationaux dans la capitale est perçue comme un facteur majeur du développement du pays, car non seulement elle attire des investisseurs, mais elle encourage également le retour des entreprises internationales.
Au port de la capitale Monrovia, les activités commerciales reprennent lentement. Je pense que la réduction des cas de personnes infectées d'Ebola a donné aux gens une confiance renouvelée. Constatons une augmentation du nombre d'investisseurs dans le port. Cela réaffirme la place économique du pays. Nous sommes prêts à faire des affaires. Le Libéria devrait enregistrer une croissance de 3% en 2015, ce qui représente moins de la moitié des prévisions avant l'apparition du virus Ebola. Un manque à gagner de près de 200 millions de dollars. Gratien, Ebola, un drame sanitaire mais aussi économique, comme nous venons de le voir. Ça se comprend parce que économique, parce que quand il n'y a pas la santé, on ne peut pas travailler. En même temps, il y a les investisseurs, les gens qui avaient les moyens ou les fonds sont partis à l'étranger, ont arrêté de travailler parce que c'était difficile de travailler. Mais le pays a tenu bon, continue d'avancer. Disons, c'est un pays qui avait une certaine progression au niveau de l'économie. Aujourd'hui, qui se relève, je pense que c'est de la dignité vraiment des gens, des peuples de ces pays qui ont été touchés. Et je pense que la maladie commence à être éradiquée. Donc, espérons que ces pays vont se relever et arriver au niveau antérieur. Alors, Monsieur Vangali, des investisseurs frileux, comme vient de le dire Gratien, des voyageurs qui sont tout autant, des budgets extraordinaires alloués au secteur de la santé. Cette crise économique dans les pays touchés par Ebola, ça semblait inévitable. Évidemment, c'est inévitable. Ça ne fait pas l'objet, ça ne doit même pas faire l'objet d'un débat. Aujourd'hui, on doit se réjouir de ce que le Libéria vient d'annoncer. Mais Ebola a une conséquence terrible je dis bien terrible, pour l'économie des pays touchés, notamment la Guinée qui avait inauguré l'année dernière des établissements hôteliers et qui s'est retrouvée sans personnel, sans clients. Au-delà même de ça, ça a bouleversé tout le système économique. La banque ou les institutions de Bretton Woods ont évalué à des millions de dollars l'impact économique. Il faut forcément, ça j'insiste, ce n'est pas au cours de 3 mois, 6 mois qu'on peut relancer ces économies. L'économie repart, pour que la confiance revienne, ça prend du temps, ça demande un travail colossal des États infectés par le Ebola et pour qu'ils peuvent leur permettre d'être sur les rails. Même pas les rails, ça dit même pas les bases que ces pays avaient avant Ebola, mais les bases de développement. Peut-être aussi, ça peut être un sursaut national, parce qu'on a vu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe était dévastée, mais cela n'a pas empêché l'Europe de créer ce sursaut national au bout d'un certain temps. On voit aujourd'hui l'Allemagne qui est une puissance, voilà. Justement, vous parlez de Seconde Guerre mondiale. On se rappelle de l'appel de votre président Alpha Condé, le président guinéen, qui avait appelé à un plan Marshall justement pour la reconstruction de ces pays touchés par Ebola. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Marie? Effectivement, vous avez eu des pertes qui sont de 2 dimensions. Vous avez les pertes humaines, c'est-à-dire les victimes humaines. Ensuite, vous avez les pertes, je dirais les pertes économiques ou les pertes financières. Donc, dès l'instant que vous avez une économie qui est touchée jusqu'à ce niveau-là, d'autant plus que ces pays-là, ce sont des pays qui étaient dans une dynamique de développement, puisque ces 3 pays, il ne faut pas l'oublier, partent quand même de très bas. Il y a eu des drames au Libéria depuis les années 80, il y a eu des guerres civiles et tout ce qui s'ensuit. Donc, la Sierra Leone, tous ces pays-là ont pratiquement été déstabilisés. Le président Condé, il arrive, si vous voulez, à par rapport à son premier mandat. Donc, quand vous avez une épidémie comme celle-là qui tombe dans un pays, c'est la désorganisation totale de toutes les structures, que ce soit les structures humaines, que ce soit les structures économiques, que ce soit même les structures sociétales à l'intérieur de la société. Donc, ça voudrait dire que c'est une très très bonne nouvelle que ces États-là puissent se mettre ensemble, puisque j'ai vu là que les 3 États ont pris les initiatives pour essayer d'éradiquer ça ensemble, avoir une politique coordonnée, puisque j'ai regardé là tout à l'heure dans la télé où j'étais en train de voir que vous avez un cas qui est rentré en Sierra Leone où vous avez des gens, vous avez pratiquement toute une famille qui est morte, parce qu'il y a quelqu'un qui est revenu de l'extérieur avec la maladie, alors que les autres ne savaient pas. On a lavé le corps et tout ce qui s'ensuit. Tous ces gens-là ont été infectés, tous, si vous voulez, sur la chaîne. Donc, la coordination dont on parle toujours sur ce plateau-là concernant cette fièvre Ebola-là, c'est là vraiment qu'il faut la mettre en place. Et je m'en réjouis que l'épidémie ait quand même baissé, si vous voulez, de virulence à ce niveau-là. Alors, Gratien, est-ce qu'aujourd'hui, on peut espérer une reprise économique sur du court terme? Oui, bien sûr qu'on peut espérer la reprise, surtout quand on parle de reprise économique, c'est par rapport à la situation, disons, antérieure ou la situation actuelle. Ces pays redémarrent vraiment d'une situation qui
qui est catastrophique, disons-le, économiquement. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Il y a le Libéria, il y a Sierra Leone qui ont des choses, qui ont des mines, qui ont autre chose, qui ont une économie à développer. Il faut qu'il y ait la confiance, justement, qu'on se dise, que les gens se disent que Ebola est éradiqué dans ces pays, que les investisseurs reviennent et surtout aussi que les nationaux aient confiance en eux-mêmes pour commencer à consommer, à travailler. Il y aura la reprise économique, surtout et avant tout, avec le travail des nationaux, la croissance, la consommation intérieure d'abord, avant qu'il y ait les investisseurs qui viennent de l'étranger. Monsieur Bangali, tant qu'il n'y aura pas 0 cas Ebola, ce sera difficile de séduire les investisseurs et encore plus les touristes, comme sur le secteur touristique sur lequel misait d'ailleurs la Guinée. Justement, c'est pour cela nous, on est journalistes, on exagère, on peut utiliser le terme reprise, mais les économistes ne diront pas non, on n'a pas atteint d'abord le niveau de reprise. Là, il y a des indices de confiance qui font croire que vous êtes capable de vaincre la maladie. Tant qu'il n'y aura pas le 0 cas, et même au-delà des 0 cas, on va décréter 0 cas sur les bases qui sera dit par l'OMS, mais il faudra attendre aussi 6 mois pour voir le comportement des uns et des autres par rapport à ce qui se passe dans le pays. La stabilité, est-ce que les gens ont commencé à bouger pour parler de reprise? Parce que les reprises, c'est purement macroéconomique, c'est sur la base des chiffres qu'on peut parler des reprises économiques. Pour le moment, on peut en conclure que les choses vont dans le bon sens tout en prenant garde que la situation est hyper fragile. Il vient de le rappeler, il y a des cas, des petits foyers en Guinée, on a dénombré certains cas la semaine dernière. Donc, pour l'instant, les choses vont dans le bon sens, je le dis bien. Merci, Monsieur Bangali, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous aussi. Et merci à vous, Gratien. Merci, Amira. Bonsoir à tous. Et merci à vous également, Jean-Marie, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci, Amira, et bon week-end, bonne soirée. C'est donc la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom, c'est pas fini, puisqu'on se retrouve la semaine prochaine pour un dossier du jour consacré aux perspectives présidentielles au Sénégal. À très vite.